Bonsoir, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro du Club de la Presse, nouveau et dernier numéro ici à Voipy, puisque dans quelques jours, toute la chaîne va emménager dans de nouveaux locaux au cœur de la tribune sud du Stade Saint-Symphorien. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Alors pour ce dernier Club de la Presse historique, il n'y a que des figures historiques avec Chantal Delatouane. Bonsoir Chantal. Merci, c'est gentil. C'est gentil d'être revenu. RCF, Jéricho C'est Mozel. pas ce que je voulais dire, non. Enfin, Oui. bon. François Pelleret, France Bleu. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. François. Ça va bien? Très ému. Oui, forcément. Pour cette En dernière. face, Vianney Huguenot, France Bleu et Moselle TV. Et Moselle TV. d'autres Bonsoir encore. Jérôme, Bonsoir, Vianney. bonsoir à tous. Et puis Chloé Gaillard, Moselle TV. Bonsoir Chloé. Bonsoir, Jérôme. Soyez les bienvenus. Tout de suite, on passe à vos coups de gueule et vos coups de cœur. On va commencer par vous, Chloé, puisque vous avez un sujet fort qui peut peut-être nous prendre un peu de temps, celui de la concentration des pouvoirs. C'est ça? Oui, alors en partant d'un constat qui a été diffusé par Challenge il y a 2 jours. Voilà, donc sur fond de crise économique mondiale, d'inflation qui touche les classes populaires et moyennes, eh bien, tout baigne pour les 500 plus grands riches de France, pour les 500 fortunes professionnelles de France. Cette année, on a passé un cap historique, 1000 milliards d'euros cumulés pour ces 500 fortunes. Et puis, je vous propose de regarder en images le top 10 de ces familles. Parmi elles, 4 m'ont interpellée. Donc, la famille Arnaud en première position, 4e rang, la famille Bettencourt, 6e rang Dassault et 7e rang Pinault. Alors, pour nous, journalistes, je pense qu'on voit la corrélation et le lien qu'il y a entre ces 4 familles. Mais pour les téléspectateurs, j'invite à regarder donc, ce document. Médias français, qui possède quoi qui Voilà, est on va le édité, voir à l'écran, mais ça va être, voilà. je vous préviens tout de suite, ça va être illisible. Hop. C'est simplement une espèce de galaxie. Voilà, avec, Voilà. ouais. Médias français qui possèdent quoi Donc, de toute évidence, on voit très bien que pour les plus grosses fortunes en France, mais c'est valable et applicable au monde entier, il est très important de maîtriser sa communication et de maîtriser les informations qui sortent, puisqu'ils détiennent des groupes de médias. Donc pour le premier, donc Famille Arnaud, Les Échos, Le Parisien et sa déclinaison provinciale, donc aujourd'hui en France, ainsi que l'Opinion. 4e rang, la famille Bettencourt, donc l'Opinion, la famille Dassault avec Le Figaro, bien sûr, et puis au 7e rang, la famille Pinault avec Le Point. Voilà, ça laisse à réfléchir sur la liberté de la presse et des médias, et puis évidemment, c'est valable au niveau national, mais ça se décline au niveau régional, départemental et local. François Pelleret, ça nous étonne qu'à moitié. Enfin, vous, vieux de la vieille comme Alors vous êtes. moi je suis dans l'audiovisuel public et Oui. j'en suis fier d'y être à France Bleu Lorraine, absolument. Après je remets pas du tout en cause l'intégrité des journalistes qui travaillent dans tous ces médias, même s'ils ont un patron industriel. Ils font tous du travail C'est sérieux. là tout le challenge des Voilà. journalistes de réussir à être intègre, de respecter Voilà. la charte de déontologie qui est juste hyper importante pour nous, mais quand même d'évoluer dans un milieu où on connaît les intérêts, les conflits d'intérêts, les manipulations potentielles. Et c'est une lutte de tous les jours pour eux. Après, à une exception près, on a eu une mauvaise expérience avec un journaliste du Point récemment. Là, c'est pas à prendre. Laquelle? À propos du couple Garrido. Exact. Et Ça, c'est pas une Qui question de- était supposé employé Voilà, ou non, mais maltraité. ça, c'est pas une Ça, question c'est pas une- d'indépendance. je parlais juste du média, d'intégrité c'est- et du sérieux de chacun sérieux des sources, journalistes. Oui, sérieux oui, des sérieux des sources. sources. Non, oui, juste bien. après, un média, c'est pas très rentable en règle générale. Et en fait, il Oui. n'y a que les riches, que les industriels qui ont les moyens de dépenser de l'argent C'est un peu une danseuse, c'est ça, comme selon vous sans Oui. en gagner. Ouais. Et voilà. Mais Bien après, sûr. c'est- Moi, ce tableau-là, quand j'enseignais à la fac en infocom, c'était un des premiers tableaux que je donnais aux étudiants pour leur montrer, relativiser l'indépendance de la presse en France. Il y a une presse globalement indépendante, mais il faut regarder toujours qui finance quoi. Mais en même temps, il faut noter une chose qui est très importante, c'est que les propriétaires de ces médias-là se comportent très différemment avec les rédactions. Bolloré a un comportement où il est très interventionniste, d'autres ne le sont pas du tout. On a connu des patrons de presse qui avaient de l'argent, qui finançaient, mais qui foutaient une paix royale à leur rédaction. Donc ça dépend aussi de la personnalité du propriétaire du titre.
Allez, on tourne avec vous, François Pelleret, sur votre coup de gueule ou coup de cœur. Un coup de cœur pour un sportif de haut niveau qui prend sa retraite. Il est âgé de 17 ans, 12 ans de carrière. Il a 4 pattes. Et c'est Hermès Ryan, le cheval mythique légendaire de Simon Delestre, le cavalier mosellan, qui est basé à Solgne. Déjà, c'est un cheval qui a sa fiche Wikipédia. J'ai découvert ça. Est-ce que quelqu'un vous avez une fiche Wikipédia? Non. Personne. Eh bien, lui, Hermès Ryan, il en a une. Absolument. Magnifique. Et on n'est pas dans les 10 plus riches non plus. J'ai découvert qu'il était né Ryan de Hayette. C'est qu'en 2015, un sponsor est arrivé, Hermès, et on lui a transformé son nom. Bon, on découvre sur sa fiche Wikipédia tout son palmarès aussi, qui est fabuleux. Avec Simon Delestre, ils ont gagné 2 années de suite le concours, le saut Hermès, au Grand Palais de Paris, ce qui ne s'était jamais fait. Il y a eu une seule ombre au tableau, c'est les Jeux Olympiques de Rio en 2016, où Hermès Ryan s'est blessé dans son box juste avant la compétition, ce qui a été quand même hyper frustrant pour tout le monde. Coup de cœur pour un cheval. Hermès de Ryan, qui en plus Ryan est élu cheval de l'année en 2017. Qui a fait, je crois, une très belle fin de carrière, puisqu'il a encore gagné un Grand Prix à Monaco. À Monte-Carlo, vendredi dernier, voilà. Absolument. Belle fin. Vous le connaissiez ? Pas du tout, mais moi je Entre gens de la noble, parce que Hermès de Ryan, Chantal de Latoine, je me disais... Je me demandais si effectivement vous ne pensez pas que j'étais dans les 10 là, ou les 3 premiers peut-être aussi, mais pas du tout, je vous rassure. Non, mais je trouve que la retraite à 17 ans, c'est absolument formidable. C'est ce que je retiens de ça. Et ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Qui vous dit ça. Moi j'ai effectivement commencé par la retraite, et j'ai commencé à travailler relativement tard, et je m'en porte très bien. Votre coup de gueule ou votre coup de cœur? Alors mon coup de cœur, c'est un coup de gueule, j'en ai pas, c'est les vacances, on s'en va d'ici, écoutez, formidable, voilà, tout va bien. Non, et puis j'ai pas envie d'être en colère, sinon je le serais beaucoup trop. En revanche, mon coup de cœur, c'est un livre. Alors moi, c'est pas un cheval, c'est un livre, et c'est un livre qui est qui s'intitule Le Mage du Kremlin. Et Le Mage du Kremlin a été écrit par un Italien qui a été conseiller culturel, conseiller technique à la fois en Italie et en Suisse. On le voit à l'antenne. Et ce bouquin est absolument extraordinaire. Bon, c'est l'histoire de Baranov, Vadim Baranov, qui est metteur en scène, pour faire très court, qui est metteur en scène, qui finalement devient le conseiller culturel de celui qu'on appelle le tsar, et qui est Vladimir Poutine, bien entendu. Donc on rentre dans une espèce de Russie très contemporaine, ça correspond parfaitement à l'actualité, et surtout c'est une fiction romanesque, mais vraiment avec quelques vérités bien assénées, et notamment le système mental de Poutine, et puis aussi sa logique de guerrier, sa logique comme ça que nous ne comprenons pas, parce que ça n'est pas la nôtre. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que Poutine n'a jamais caché ses intentions, et ça remonte pas à 2019, hein, c'est bien plus tôt. Donc si vous voulez, c'est un livre qu'il faut absolument lire, qu'il faut acheter, qu'il faut garder, et je vous le conseille, Le Mage du Kremlin. C'est publié chez Gallimard. Merci Chantal, à mettre dans la valise pour partir au bord de la piscine, à la montagne. Oui, c'est pas un livre de plage, hein, pas vraiment, mais c'est un livre de géopolitique, mais ça rend intelligent. On a du temps pour lire cet été. Mais absolument. N'est-ce pas, Vianney, qu'on a du temps cet été, puisque votre coup de cœur, c'est à celui qui nous permet de prendre du temps. Exactement. J'ai toujours une pensée très affectueuse pour Léon Blum quand approche le mois de juillet, parce que je me dis, il faut se souvenir quand même de ces audacieux qui se sont battus. Merci Léon. Léon, et puis derrière lui, Guy Mollet, Charles de Gaulle, François Mitterrand, qui est 2, 3, 4, 5e semaine de congé payé. Alors évidemment, c'est pas nous, dans nos métiers, on n'est pas les plus à plaindre, mais je pense, voilà, ces ouvriers qui ont des tâches très répétitives, je pense à tous ces gens qui voilà, c'est oui. Heureusement qu'ils ont ces congés payés, il faut saluer ceux qui ont initié tout ça. Merci beaucoup. Et je crois qu'autour de la table, nous sommes d'accord, même si certains sont déjà en grandes vacances. Je ne donnerai pas les noms. Tout de suite, le premier thème de ce Club de la Presse. Alors qu'il venait tout juste de remettre son rapport flash sur la situation des urgences en France, François Braun, a été nommé ministre de la Santé. C'était l'information de notre lundi matin. Et là, dans les rédactions, eh bien, évidemment, tout le monde s'est un petit peu agité. C'est une belle reconnaissance et un sacré challenge pour un homme qui connaît bien l'hôpital et sa situation, notamment dans les urgences, François Pelleret. C'est sûr qu'en avril 2020, il a été
en première ligne, notamment précurseur sur les déplacements de patients Covid en hélicoptère, en TGV. Le CHR de Metz-Thionville s'est illustré là-dessus. Bon, ensuite, voilà, il a rejoint son camp politique. Il y est allé doucement, François Braun. Cet hiver, il était référent santé de la campagne d'Emmanuel Macron. Ensuite, ce rapport flash. Et puis une nomination flash au ministère de la Santé. Je remarque que tous les 10 ans, on a un ministre messin, à peu près. Oui. Il y a eu Jean-Jacques Ayagon, Aurélie Filippetti, François Braun. Je parle que des messins, parce qu'on a aussi des Mosellans ou Meurthe et Mosellans. Mais c'est un bon rythme de tous les 10 ans. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Metz ? Certainement. En tout cas, reconnaissance de l'établissement hospitalier de Metz-Thionville, de ce travail pendant cette crise sanitaire. Chantal Delatouane, sur la nomination de François Braun, c'est une belle reconnaissance du travail accompli. Alors avec ce rapport flash, qui, comme son nom l'indique, a été rendu très très vite, mais c'était un peu le but du jeu, mais aussi de tout ce qu'il a mis en place depuis un certain nombre d'années. Oui, tout à fait. Moi, je trouve que dès qu'on a un ministre mosellan et même messin, j'en suis absolument ravie. Je trouve ça très bien. Et je pense que ça ne peut que nous servir de toute façon, bien entendu. Il n'oubliera pas sa région. Je crois qu'on peut l'imaginer comme ça. En revanche, j'ai entendu hier soir qu'il y avait quelques critiques parce qu'il a plus ou moins oublié, je ne sais pas si vous avez vu ça, il a plus ou moins oublié soit le SAMU du coin, etc. Enfin, j'en sais rien. Il y a des détracteurs vraiment très, très sérieux là-dessus. Je crois que François, tu as une idée là-dessus. De ses confrères, et des syndicats d'urgentistes qui sont très, très défiants envers... Tout à fait. Et Ils sont pour quelle très raison ? déçus. C'est le résultat de son rapport, les 41 mesures proposées. Il est accusé de tuer un peu plus l'hôpital public. Mais ça vient vraiment de sa famille, de son sa camp. corporation. Ah oui, de ça toute vient façon, de ses camarades. on n'est jamais Pelou, trahi que par les siens, oui. Vianney. Ça, c'est une constante en politique. On est d'accord, en politique ou ailleurs d'ailleurs. Vianney Huguenot, sur cette nomination. Ce qui est intéressant, il faudra l'observer parce que c'est quelqu'un de la société civile. Et on connaît quand même très majoritairement des crashs de personnalités de la société civile parce qu'ils n'ont pas les codes politiques. Il le dit lui-même. Dans la toute première interview que j'ai entendue assez en longueur sur une radio du service public, il disait d'ailleurs qu'il n'avait pas les codes. Alors c'était assez savoureux puisqu'il s'en excusait en même temps en disant je n'ai pas les codes, je vais apprendre. Ça veut dire qu'il a déjà ce code-là, c'est qu'il a compris qu'il n'avait pas les codes. Oui. Ce qui est intéressant, moi je crois qu'il va falloir le suivre. Il y a deux questions qui se posent aujourd'hui. C'est est-ce qu'il a vraiment l'oreille du président et l'oreille de la première ministre, ou est-ce que c'est juste un gadget qui fait bien sur le tableau de chasse ? Et puis deuxièmement, c'est est-ce qu'il va avoir... Moi on me dit qu'il a une personnalité très forte, que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Est-ce qu'il va avoir la capacité, parce que ça c'est essentiel quand on est nommé ministre, la capacité de résister à l'administration. C'est vraiment une vraie problématique en France. Alors on parle souvent de Bercy ou de l'éducation nationale, mais c'est vrai aussi dans la santé. Est-ce qu'il va avoir cette puissance-là d'aller s'affronter ? Parce qu'il y a des enjeux énormes dans le domaine de la santé. Est-ce qu'il va pouvoir... Et moi, c'est les deux questions que je me pose quand je pense aux ARS, aux agences aux ARS, régionales de santé, évidemment. Dont on ne parle plus depuis quelques temps. Elles sont passées depuis la fin on va dire, des confinements, on en parle un peu moins. Voilà, mais elles ont été critiquées ouvertement par plusieurs politiques. Jean Rotner les a critiquées, a critiqué l'ARS Grand Est. Est-ce qu'il osera c'est compliqué, mettre un petit coup de pied dans la fourmilière Chantal. Mais je trouve que ce pays est quand même assez particulier parce qu'on ne laisse pas le temps au temps. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas à François Braun de faire ses premières armes, si vous voulez, le laisser tranquille pendant quelques temps. Il vient à peine d'être nommé. Parce que je me suis rendu compte que quand il est arrivé à l'Assemblée nationale, il est arrivé masqué. Et effectivement, il y a eu des interprétations dans la presse, des interprétations négatives. Il arrive masqué. Il veut montrer aux députés que les députés ne respectent rien, etc. Donc une interprétation qui me semble vraiment pas juste à son égard. Il faut qu'il fasse ses preuves et puis on verra ce que ça donne après. Chloé Gaillard, sur cette nomination, est-ce que vous pensez que c'est un gadget comme pouvait le laisser supposer Vianney ? Moi, je me suis plutôt penchée sur les 41 mesures évoquées pendant sa mission Flash. Et puis, vu que je suis partie sur un coup de gueule, je me suis dit, allons-y encore un petit peu plus en réaction. Aujourd'hui, c'est la journée. Il y a 3 mesures qui m'ont un petit peu chagrinée. C'est, la fermeture des services d'urgence la nuit. La non-réintégration des personnels de santé qui ne sont pas vaccinés. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Et puis surtout, la mise en place d'un filtrage, ce qu'ils appellent la régulation à l'entrée des services d'urgence. Et donc hier soir, je regardais un reportage de nos confrères du Huffington Post. Ils sont allés interviewer la représentante du syndicat dans le seul hôpital il y a quelques semaines qui faisait déjà cette régulation, à savoir Cherbourg, mais pas en Normandie, l'autre Cherbourg. Et où ils disaient, mais en fait, cette régulation,
augmentation. On est passé de 130 admissions en une journée en une nuit, la plage horaire, à 115. Donc déjà, ça ne le fait pas. Et en plus de ça, c'est aussi... alors lui, il parle de réformer tout le système de santé. Et oui, je pense qu'on en a besoin. Aujourd'hui, j'arrive dans une région, je n'ai pas de médecin traitant. J'ai la cheville qui gonfle. Je ne peux même plus me déplacer. J'ai 42 fièvres à cause de ça. On me dit déjà, vous n'avez pas de médecin traitant ou alors on verra ça dans 3 semaines. Mais non, je n'ai pas le temps. Donc, ce que je peux faire, si j'ai un médecin traitant sur place, j'y vais forcément. Mais si je ne peux pas, je vais aux urgences. Donc, voilà, c'est problématique et c'est structurel. Et il y a une petite chose qui est quand même curieuse, et je trouve qu'on perd beaucoup de temps dans ce domaine médical. Maintenant, ça va, on sait ce qui se passe, on sait qu'on n'a plus de médecin, Chloé le dit, on veut aller chez un médecin, on n'en a pas, on vous dit, madame, vous êtes une nouvelle patiente, oui, eh bien écoutez, c'est non, voilà, terminé. Donc c'est vrai, ça se passe comme ça actuellement. À l'hôpital, c'est pareil, on attend des heures, etc. Donc tout ça, on le sait. Et ce qui m'a un peu étonné, c'est que François Braun a commencé par aller visiter l'hôpital de Créteil, etc. Bon, c'est sympa, mais ça va, on les connaît, on a fait un constat, ça fait 2 ans qu'on en parle, c'est peut-être plus la peine de faire des tours et des retours. Maintenant, passer au boulot et commencer à travailler et commencer à nous envoyer des infirmiers, des médecins, voilà. Ah, donc, il a du pain sur la planche, François Braun. Chloé dirait il a du taf, et ben voilà, il a du taf sur la planche. Oui. C'est un poste, clé. Oui, c'est un poste clé quand même, le ministère de la Santé, surtout depuis quelques années. Surtout depuis quelques années, mais je voulais juste élargir. On parlait des ministres de Metz et des ministres mosellans, et même en Lorraine, si on regarde bien, les ministres à des postes clés, ça faisait quand même un bail qu'on n'en avait pas. Je pense à Séguin, c'était les années 80, affaires sociales. Je pense à François Guillaume, l'agriculture, c'était aussi les années 80. Langue... On a beaucoup eu la culture. Et puis la culture avec les plus importants, peut-être sans minimiser les autres, c'est pas Jean-Pierre Marcel, Gérard Longuet, Jean-Marie Roche, qui était quand même à des postes, l'industrie, mais ça remonte même à la défense, Gérard Longuet. Donc mais ça remonte à loin. Ça remonte aux années très très loin. Aux années 80, milieu des années 80. Donc ça faisait un bail quand même. Ça faisait un bail qu'on n'avait pas un ministre, un poste clé, et donc ce sera le challenge de François Braun, qui est une famille, d'une famille de médecins. Parce que son frère est chef des urgences. Son père, son grand-oncle, le père, frère, oncle, grand-oncle et arrière-grand-père, donc se refile la blouse blanche. Donc la responsabilité est d'autant plus grande, on attend des choses. Et pour la petite histoire, il voulait faire veto, et c'est en ayant soigné les coliques des porcs, d'après un article de nos confrères du Républicain Lorrain pendant un été, qu'il s'est dit « Je préfère faire médecine ». Comme quoi, ça ne tient pas à grand-chose, une vocation. Je vous en prie, c'est offert par la maison. Le dessin de Catherine, c'est super que le chef de notre service soit choisi comme ministre de la Santé. Oui, mais ça nous fait un médecin en moins au planning des gardes. Et oui, ça n'est pas faux. Allez, tout de suite le deuxième sujet du club. Nous irons vite sur ce sujet, mais ça tombe bien puisque j'ai quelques enseignants autour de la table, avec des bacheliers aussi, vous l'avez entendu. Le niveau du bac 2022 baisse avec 4,7 points de moins dans le taux de réussite. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, professeur Delatoine ? Écoutez, je ne sais pas si j'ai vraiment été professeur pendant 35 ans, je me suis toujours posé la question, mais en tout cas j'y étais, j'ai quand même exercé ce métier en droit éco. Non, j'ai corrigé le bac évidemment à différentes reprises, même chaque année d'ailleurs. Les dernières années, non, on m'a oublié et j'en étais ravie, oui, parce que ça m'ennuyait terriblement d'aller corriger le bac. En revanche, maintenant je peux tout dire si vous voulez, je peux tout balancer. Je vois que le droit de réserve est fini, c'est terminé, vous lâchez. Non, c'est la dernière, écoutez. Donc effectivement, non, pour moi ce sont des résultats en trompe-l'œil. On sait très bien, on fait du quantitatif, on sait très bien qu'il faudra 90% de reçus au bac, point barre. On ne fait pas du tout de qualitatif au bac. J'ai corrigé, je vous dis, à différentes reprises, on m'a toujours dit, soyez bienveillante, chose que je n'avais pas à être. Mais la bienveillance, c'était quoi ? C'était donner le bac, c'était passer la moyenne, quoi qu'on lise dans les copies. Bon, voilà, je peux vous donner juste un exemple strictement personnel. Je suis rentrée il y a quelques années dans l'enseignement, je ne vous dirai pas en quelle année. Et donc, c'est le dernier, on sait. Merci beaucoup, Jérôme. Je crois que je vais rentrer chez moi. C'est bientôt fini.
tant mieux. Et donc, et je crois que je ne connaîtrai jamais les nouveaux locaux. Eh bien, tant pis pour vous. Donc, cette anecdote. Donc, cette anecdote très intéressante, je vous assure. Au début, quand je suis rentrée dans l'enseignement, je mettais 1,5 sur 20 à certaines copies, mon collègue aussi. Enfin, c'était des notes qui étaient parfaitement acceptables. Ce 1,5 sur 20, parce qu'il n'y avait rien dans la copie quand même. Je ne suis pas non plus désagréable à ce degré-là. Et puis, quelques années plus tard, nous sommes passés allègrement en 9,5. C'est-à-dire que de 1,5, une copie où il n'y avait rien, on est passé à 9,5. Et puis finalement, un petit truc. En droit éco, vous avez du vocabulaire technique. Il n'y en avait pas dans les copies. On m'a dit un jour que ça n'avait strictement aucune importance. Et donc, à partir de là... à 10. Voilà, on est passé à 10, à 12. Oui. Puis pour avoir la paix, on passe à 14, si vous voulez. Pour avoir la paix avec bah les parents, donc. la paix avec les proviseurs, on passe à 14. Voilà, j'ai tout dit. Chloé, vous êtes sans doute la plus jeune d'entre nous. Vous avez eu votre bac il y a combien de temps? 7 ans. 7 ans, d'accord, avec mention, sans Avec mention. mention, très Ah bien. oui. Très bien. Oui, je sors d'un master avec normalement la mention très bien. Oh, bah, félicitations, en nous septembre, avons une tête autour de la table. Non, mais il y en a. Donc, Hein. Réjouissons-nous. Donc je suis forcément effarée, puisque pour moi... Vous étiez heureuse d'avoir votre mention et vous pensez Mais que bien vous la sûr, valiez. chaque Oui. année, j'ai ma mention. Oui. Voyons, je me bats pour ça. Oui. Et après, je trouve ça regrettable parce que pour moi, c'est la plus belle arme, l'éducation et la connaissance, c'est la plus belle arme dont on doit se munir pour affronter la vie. Et puis, c'est celle qui offre le plus d'opportunités aussi. Donc, voilà. Après, il me semble que l'enjeu de ce bac, c'était aussi de mesurer en fait l'importance du contrôle continu à hauteur de 40%. C'était le premier nouveau Voilà, bac après les années Covid, Ouais. après la réforme. Oui, du bac. c'est ça. Oui. Et quand même, par rapport à ça, j'aurais été quand même contente à mon époque, au secours, Il y a 7 ans. de pouvoir le passer avec le contrôle continu, Oui. parce que j'ai vu d'innombrables amis s'écrouler le jour du bac devant des personnes jugées qui ne Des connaissaient personnes de pas. mon espèce, Chloé. Voilà. Merci. Non, mais complètement déstabilisée. Et je me dis que finalement, dans un métier, ce qu'on va nous demander aussi, c'est de la longévité. Et c'est montrer qu'on est capable de pouvoir être constant. Et à un moment donné, pour moi, le contrôle continu fait partie des critères, en fait. Avant d'entendre Vianney et François, je vous propose de regarder la courbe du taux de réussite du baccalauréat depuis 1967. On est passé de 61,7% à 86%. Alors vous le voyez, 81,3 juste à gauche, c'est 1968. Voilà. Et après, eh bien, c'est un peu redescendu pour augmenter. Et l'année du bac, en ce qui me concerne, et on peut dire une autre époque, en 1985, cela ne nous rajeunit pas, c'était 66%. Autrement dit, 20 points de moins qu'aujourd'hui. Incroyable, non ? Je l'ai passé l'année suivante, Oui. en 86. Je faisais le calcul tout à l'heure, ça faisait 36 ans. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce que ce niveau de bac, c'est toujours une discussion en disant on donne le bac à n'importe qui, ça n'a plus de valeur? Est-ce que vous participez à cette discussion dans ce sens-là? Souvenez-vous, 85, 86, quand on a eu notre bac, on en parlait déjà un peu. On disait, oh, c'est plus tout à fait le bac d'avant. Nos parents Alors, disaient ça. Oui. c'est vrai que le niveau a baissé, on le constate tous. C'est vrai aussi que le bac, il faut le dire, il faut rassurer les jeunes qui viennent d'avoir le bac, ça reste un sésame. C'est le passage obligé pour accéder à d'autres choses, donc il faut le dire. Et puisque Chantal a décidé de balancer, il faut balancer aussi. Oui. Je veux dire, Vianney va il y continuer. a un grand Bien. responsable, moi je pense de ça, c'est Laurent Fabius en 86, Bien sûr. qui dit à un moment, on va amener classe 80% d'âge. d'une Mais oui, classe d'âge à mais oui. 80%. Alors qu'on redéfinit des critères d'attribution d'un diplôme pour être plus adapté à l'entreprise, pour être plus adapté à l'enseignement supérieur, d'accord, mais qu'on ne fixe pas un taux de réussite. C'est une erreur, moi je trouve, monumentale. Voilà. François, Moi, je pense que les jeunes n'étaient pas plus intelligents avant. Dans les années 60, Si. Ah, pardon. alors, dans les années 60, il y avait combien de Si, bacheliers si. d'une classe d'âge? Une dizaine de pourcents. Oui. Aujourd'hui, on veut en avoir 80-90% d'une classe d'âge. Mais c'est sûr qu'avec une dizaine de pourcents seulement d'une classe d'âge au bac, le taux de réussite est forcément plus élevé. Pour moi, tout ça, c'est une question d'entonnoir, de sélection. Non, moi, je suis pour un bac exigeant, mais je suis aussi pour des formations professionnelles exigeante et reconsidérée à partir de l'âge de 16 ans. À quoi ça sert d'emmener toute une classe d'âge au bac si c'est pour avoir des échecs? Et puis après, là, sur le taux de réussite de cette année, voilà, c'est juste un réajustement, parce qu'en 2020, là, il a été donné. oui. Clairement. Là, je pense que sur cette année-là, on peut le dire.
Il a été donné, je crois qu'il n'y a même pas eu d'examen. Donc c'était sur le contrôle continu. C'était 2021, je sais 2021, contrôle continu, et 2020, je crois que les examens ont été extrêmement légers. Une dernière anecdote, Chantal, allez-y, la parole est libérée. Très bien. Oui, non, moi ce qui m'ennuie le plus, très honnêtement, quand on prend un peu de recul par rapport à tout ça et par rapport à une expérience quand même qui a été très longue finalement, c'est le fait de se dire qu'on fait une société à deux vitesses dans ce domaine-là. C'est-à-dire que finalement, on a une espèce de minorité qui, elle, est cultivée, a l'habitude d'aller au théâtre, au cinéma, etc., parce qu'elle vit dans un milieu cultivé. Et puis j'ai l'impression qu'on oublie un peu le reste, malgré les écoles de la deuxième chance, de l'expérience, de je sais pas quoi, etc., de l'excellence ou ce que vous voulez. J'ai l'impression qu'on sépare un peu tous les élèves, et ça me gêne beaucoup, parce que quand vous avez votre bac et que vous ne le méritez pas au sens pédagogique du terme, évidemment, parce qu'il ne s'est rien passé dans l'année, parce que les résultats sont mauvais, etc., si vous voulez, je trouve qu'il y a une espèce d'amertume après, dans la mesure où vous voyez que vous n'arrivez pas à assumer ce qu'on vous demande à la fac ou dans une école. Donc il y a une espèce d'agressivité qui se crée, et je crois qu'il ne faudrait pas passer par là, qu'il faudrait expliquer aux élèves qu'en fait, les choses ne sont pas quantitatives, mais qualitatives. Bon, je prends l'engagement que vous reviendrez la saison prochaine, parce que vous avez plein de choses à dire. Merci, Jérôme, mais Chantal, oui, mais merci. oui. Le dessin de Catherine, le dernier dessin de la saison, vous allez voir, avec une question, le niveau du bac baisse-t-il par rapport aux années Covid parce qu'on ne comptait que le contrôle continu, ou baisse-t-il de façon constante depuis quelques dizaines d'années? Vous avez 4 heures, dit la prof, voilà, à des élèves incrédules. La citation du jour pour faire le lien avec le premier sujet est les vacances. Si j'étais médecin, je prescrirais des vacances à tous les patients qui considèrent que leur travail est important. C'est Bertrand Russell, qui est né au Pays de Galles. Il était mathématicien, philosophe, moraliste. Il a bien vécu, puisque vous le voyez, 1872-1970, ça fait 98 ans, si je sais bien compter. Bravo. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce tout dernier club de la presse de la saison. Au moment de tourner une page de l'histoire de la chaîne, Mirabel d'abord et Moselle TV ensuite, eh bien, j'ai une pensée bien entendu pour toutes celles et ceux qui ont fréquenté ces lieux pendant plus de 12 ans, que ce soit devant ou derrière la caméra, journalistes, techniciens, chroniqueurs, invités, partenaires, actionnaires. Sans vous, oubliez, vous qui êtes de l'autre côté de l'écran, alors quelle que soit sa taille aujourd'hui, que ce soit un téléviseur classique, un smartphone, une tablette ou bien un ordinateur. Merci à tous, passez un très bel été. On vous retrouve à la rentrée dans de nouveaux studios pour de nouveaux programmes avec encore plus de proximité. Bonsoir.